un simple ajustement pragmatique ou à une rupture doctrinale définitive? Comment faire vivre la neutralité suisse dans un monde hyper polarisé où la nuance est devenue suspecte? C'est tout l'enjeu de cet entretien. Jean-Pierre Vettovaglia, pour ouvrir cette rencontre et vous laisser la parole, j'aimerais donc vous inviter à dresser pour nous le diagnostic de cette séquence historique et de ce que vous nommez ce monde au bord du basculement. La parole est à vous. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Les micros sont là. Ils sont là au-dessus de ma tête. Mesdames et messieurs, cher public, chère hôtesse, j'allais dire que nous sommes ce soir au chevet d'un malade que le Conseil fédéral a volontairement plongé dans une sorte de coma artificiel. Ce qui est assez normal parce qu'à force de tordre le malade comme on tord un Rubik Cube, évidemment, on se trouve mal et il faut peut-être se faire soigner. Et le Conseil fédéral a, je crois, préféré, comme j'ai dit, mettre cette neutralité suisse, puisque c'est de la neutralité suisse que l'on parle, sous un coma assisté. Je ne suis pas le seul à dire cela, même si ça peut paraître un peu violent, parce qu'il y a tout de même 125 000 signatures certifiées qui sont à l'origine d'une initiative pour la sauvegarde de la neutralité. C'est donc qu'il y a bien un problème quelque part qui aboutit, qui a provoqué une votation. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de votation. Évidemment, vous allez me dire, ils se sont peut-être réveillés tard, parce que ces 125 000 signatures qui insistent sur la sauvegarde. Vous avez dit, d'ailleurs, j'ai combien de temps? 1 heure, parfait. C'est très bien. Ah non, vous allez vouloir vous coucher. On va donc parler des États-Unis, de l'Europe, de la Suisse et du vaste monde. Mais je voudrais faire précéder tout ça d'une petite introduction. Parce que cette sédation, je continue ma comparaison médicale, cette sédation ne date pas de hier. Et lors de mes travaux, je me suis rendu compte, j'avais oublié, je suis diplomate depuis 69, j'ai pris ma retraite en 2008, et je n'ai pas saisi complètement à l'époque, en 1991, chute de l'URSS, que cela avait plongé le Conseil fédéral dans de profondes réflexions. Le Conseil fédéral s'était dit en 91, il avait peut-être lu la fin de l'histoire de Fukuyama, je ne crois pas peut-être qu'on leur en avait parlé, mais je ne suis pas mauvaise langue. Toujours est-il que le Conseil fédéral s'est demandé si, avec cette fin de l'histoire, la neutralité avait encore un rôle particulier à jouer ou pas. Et quand le Conseil fédéral ne sait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il demande un rapport à son administration. Et là, en 92, il y a un rapport qui est sorti, là, vous lisez le titre, La neutralité suisse sous la loupe, la politique étrangère suisse face à un monde en mutation. En mars 92, j'étais ambassadeur à Vienne à l'époque, et j'ai une quinzaine de collègues avec un secrétaire qui s'appelait Thomas Borer, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Thomas Borer était le rédacteur de ce rapport. Et que dit le rapport? Il est prudent, c'est-à-dire qu'il ne conseille pas au Conseil fédéral d'abandonner la neutralité, ça veut toujours servir à quelque chose. Mais c'est à cette époque, et on ne le sait pas du tout, que l'administration et donc le Conseil fédéral ont donné une définition incroyablement restrictive déjà
de la neutralité. Si vous avez lu le rapport du Conseil fédéral aux chambres sur l'initiative sauvegarde de la neutralité, vous retrouvez très exactement la même définition de la neutralité mot pour mot. Cette neutralité se borne à une seule chose, c'est la non-participation de la Suisse à une guerre entre d'autres États. Tout le reste passe à la trappe, parce que le rapport disait en 92 comme en 2024, oui, la Suisse doit mettre à profit sa liberté retrouvée, puisque la neutralité est strictement limitée à une guerre entre deux États. Elle va mettre à profit sa liberté d'action pour relever des défis majeurs. Et vous avez deux mots très explicites qui montent à la surface et qui expliquent déjà en 92 le point de vue du Conseil fédéral, en dehors du cas de guerre, c'est souplesse et flexibilité. Ça revient, c'est pas une bonne nouvelle, mais souplesse et flexibilité. Et l'autre jour, il y a une semaine à Berne, l'association suisse de politique étrangère, de bonne ou moins bonne réputation, toujours est-il qu'elle est présidée par John Poult. John Poult est un conseiller national socialiste, c'est le président de l'association suisse de politique étrangère. Il est interrogé par mon assistante de recherche qui lui dit « Mais ça veut dire quoi la neutralité pour vous ?» Et il lui répond, c'est tout de même John Poult, conseiller national socialiste, président de l'association, il lui répond « La neutralité, madame, n'est plus un concept valable. » Ce qui est quand même particulièrement alarmant pour un responsable politique, membre du Parlement et président d'une association importante. Donc, ça a quelques conséquences. Si deux pays sont en guerre, la Suisse reste neutre. Si deux pays ne sont pas en guerre ou ont des frictions, la neutralité n'est plus d'aucune utilité. Et la Suisse, de plus, a choisi son camp, soit l'OTAN et l'Union européenne, en fonction de ses émotions. Ce soir, je vais insister sur le fait que le Conseil fédéral, en tout cas, je ne parle que de deux départements, le département des affaires étrangères et le département militaire, je ne me permettrai pas de parler des autres que je ne connais pas, donc je ne parle que de ces deux-là. Ils ont oublié nos intérêts propres, ils ont oublié la réelle politique et ils jugent en fonction de leurs amitiés et de leurs émotions. Alors, juste, qu'est-ce qui se passe? Juste après ça, en 96, la Suisse rejoignait le partenariat pour la paix. Et on trouve un scénario qui est devenu très typique pour énormément d'actions du Conseil fédéral. On dit trois choses. La première chose qu'on dit, quoi qu'on fasse en matière de politique étrangère, on dit la décision n'impacte pas la neutralité. Vous avez compris, avant qu'on vous informe, on vous dit que cela n'impacte pas la neutralité. C'est un grand classique des communiqués de presse du Conseil fédéral, vous pouvez les reprendre, il y a toujours cette phrase, c'est une assurance vie, on dit toujours, ça n'impacte pas la neutralité. Alors vous vous dites, attendez là, est-ce que des dizaines de milliers de sanctions contre la Russie, ça impacte ou non la neutralité? La Suisse a décidé que les sanctions étaient des sanctions économiques et que donc ça n'entrait pas dans l'obligation de ne pas s'immiscer entre deux parties en guerre. Ensuite, on voit toujours la même chose, mais c'est toujours la même chose. Depuis 92, le Conseil fédéral fait tout
mais tout pour mettre un frein, en toute discrétion bien sûr, à la démocratie directe. La démocratie directe ne doit plus freiner les volontés exécutives du Conseil fédéral. Et donc, il faut éviter, en clair, une votation populaire et surtout avec une double majorité du peuple et des cantons. Je vais vous donner un exemple. Flavio Cotti s'est fait persuader par Bill Clinton et Warren Christopher qu'il fallait entrer dans ce partenariat pour la paix. Ils l'ont persuadé. Ils ont insisté. Mais je vous assure que Flavio Cotti a littéralement tout fait pendant 3 ans, mais tout fait pour éviter de soumettre notre adhésion au partenariat pour la paix au peuple suisse, voire au canton. Un député genevois libéral, un de mes amis, Aigli, Jacques-Simon Aigli, qui a dit « mais ça n'a aucune espèce d'importance, ce partenariat pour la paix. Ça ne va pas développer de conséquences. C'est comme si notre adhésion au partenariat pour la paix n'était au fond qu'un pique-nique dominical sans conséquence. » Par conséquent, quand on veut couper les cornes aux vaches, en Suisse, il y a une double majorité des cantons et du peuple. Mais pas pour le PFP, ça n'a pas d'importance. Et de toute façon, ça ne touche pas à la neutralité. Bon, les bilatérales n'auront pas l'honneur non plus de cette double majorité, à moins que. On voit tout de suite que dès le départ, il y a comme une volonté. Je ne suis pas un révolutionnaire, moi je fais que constater, je suis un universitaire. On constate un abaissement des seuils de légitimité politique. Si on peut faire quelque chose sans consulter le peuple des cantons, tant mieux. Ça, c'est la volonté exécutive. Donc, ces seuils de légitimité politique sont en baisse alors que la Suisse doit décider ce qu'elle fera de sa souveraineté à Bruxelles. Et ensuite, c'est la troisième chose, il y a une politique d'information qui ne vous dit que la moitié. C'est sûr que cette politique d'information ne couvre pas les éléments qui pourraient fâcher. Il dissimule plus qu'il n'informe. Je vous donne un exemple. En 2002, finalement, la Suisse dit oui aux Nations Unies. Je rappelle qu'en 1986, pénible peut-être pour vous, la Suisse avait dit non et Genève avait dit non à 75%. Et moi, je faisais la campagne pour l'adhésion aux Nations Unies. J'avais été battu par 75% des Genevois qui n'en voulaient pas. Mais en 2002, la Suisse dit oui aux Nations Unies. Donc, la Suisse est très contente parce qu'elle va pouvoir appliquer en toute légalité les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui sont les seules sanctions à être reconnues urbi et orbi comme correspondantes au droit international en vigueur. Les sanctions d'une organisation économique, les sanctions de l'Union européenne ne sont pas alignées au droit international, puisque c'est une punition que l'on décide à l'égard de tiers. Et c'est un ensemble d'États qui en punit un autre. Donc, ça ne fait pas partie du droit international public. Donc, les Suisses sont prêts pour appliquer les sanctions des Nations Unies, ces sanctions, comme j'ai dit, qui sont en règle avec le droit international. Mais en catimini, la même année, l'administration fédérale, sans rien dire à personne, sans demander à personne, produit une loi sur les embargos qui dit, voilà, on va pouvoir appliquer 3 sortes de sanctions. Mais le peuple suisse n'a voté que pour les sanctions des Nations Unies. Alors, quelles sont ces sanctions qui sont rajoutées subrepticement par l'administration suisse et le gouvernement suisse? C'est des sanctions de l'OSCE. C'est une bêtise inimaginable parce que les sanctions de l'OSCE n'existent pas. C'est une organisation qui ne peut pas prendre de sanctions économiques. Donc, cette sottise, elle date de 2002.
Et si vous lisez le message du Conseil fédéral sur cette fameuse initiative sauvegarde de la neutralité, vous verrez que c'est repris dans les mêmes termes. On peut lire dans ce message que la Suisse peut prendre des sanctions de l'OSCE. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Ça me fait un peu douter du fonctionnement de certains secteurs de l'administration fédérale. Mais le plus important, c'est qu'il y a une troisième catégorie. La loi suisse sur les embargos de 2002, elle autorise expressément la Suisse à prendre les mêmes sanctions que tous ses principaux partenaires économiques. Donc on légitime la reprise de sanctions de l'Union européenne sans consulter personne. C'est ce que je vous disais, en catimini, volontés exécutives qui ne doivent pas être freinées. Alors en 2022, le Conseil fédéral hésite quelques jours. La guerre a commencé le 24. On dit, bon, on va voir. Il y a le dimanche. Et le 28, le Conseil fédéral décide de reprendre toutes les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, en disant que la neutralité ne sera pas touchée, puisque les sanctions économiques ne font pas partie de ce devoir essentiel de non-intervention en cas de guerre. C'est intéressant de lire ce que disait le président Wilson en 2019. Je vous cite, « Une nation boycottée est une nation au bord de la reddition. Appliquez ce remède mortel et vous n'aurez plus besoin de force. » Alors nous, on en a appliqué 30 000. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que la Suisse était pleinement consciente de ce qu'elle décidait le 22 février en appliquant ces sanctions décidées par l'Union européenne? On reviendra en conclusion là-dessus. Sauf si vous voulez avoir une réponse tout de suite. Dans ce fameux message, il faut toujours lire, et c'est très ennuyeux de lire un message. Celui sur l'Union européenne, il a 20 000 pages, on ne va pas le lire. Mais celui sur l'initiative sauvegarde de la neutralité, il y a 22 pages, ça peut se lire. Il faut lire ces communications du Conseil fédéral parce que vous allez y trouver des perles. À chaque fois, vous y trouvez une perle. Et là, il y a quelque chose qui ne devrait pas y être. Il est dit, à propos des sanctions, que la Suisse a décidé de les reprendre parce que, vous savez que la théorie suisse en cas de sanctions, c'est d'appliquer des mesures de contournement de ces sanctions. On ne reprend pas les sanctions, mais on fait tout ce que l'on peut faire pour éviter qu'on utilise le territoire de la Suisse pour contourner les sanctions. Et là donc, dans ce rapport de novembre 2024, il est dit que finalement le Conseil fédéral s'est décidé à reprendre les sanctions parce que véritablement il y en avait tellement que s'il fallait prendre des mesures de contournement de ces sanctions, ça serait un travail épouvantable. Vous imaginez? En fait, c'est parce qu'on était paresseux et qu'on n'a pas voulu procéder comme d'habitude à produire des mesures pour éviter le contournement des sanctions, qu'on les a prises. Et puis ils ajoutent une phrase aussi qui est terrible, qui dit « Oui, on aurait été les seuls à ne pas les prendre en Europe. On ne veut pas être les seuls. Donc on fait comme les autres. » Je croyais qu'on était neutre. Donc vous voyez le niveau de raisonnement. On a très peur, si on ne prend pas les sanctions de l'Union européenne, que l'Union européenne nous tombe dessus. Et il est dit dans le rapport que ne pas reprendre ces sanctions de l'Union européenne, c'eût été mauvais pour notre réputation. Mais notre réputation, elle n'est pas seulement à l'égard de l'Union européenne, notre réputation, elle est aussi dans le vaste monde. Et le vaste monde nous voit reprendre ces sanctions, et ils ne comprennent pas.
Donc c'est une des choses sur lesquelles j'insiste par la Suisse. Pour qui sommes-nous neutres? On veut ne pas être neutre avec nos amis politiques et on oublie le reste. Mais la Suisse est au milieu du monde. Je reviendrai là-dessus. Évidemment, très naturellement, après ces sanctions, la Russie n'a plus considéré que la Suisse était neutre. Et donc la fameuse conférence du Bürgenstock devenait une conférence de promotion des intérêts de l'Ukraine. Comment est-ce que j'ai appelé ça? J'ai trouvé un titre très méchant pour le Bürgenstock. La ribouledingue du Bürgenstock. Donc on a préféré une ribouledingue à notre politique habituelle. Et puis, il y a aussi, bien sûr, comme alerte, ça fait partie de mon introduction, il y a la Suisse qui reste sans voix devant les événements du Moyen-Orient. Je vous recommande le livre de Omer Bartov, B-A-R-T-O-V, c'est un juif européen qui vient de sortir en 2026 aux éditions du Seuil, un livre intitulé Israël, une course vers l'abîme, où il dénonce le génocide auquel se livre Israël depuis presque 2 ans, sans susciter de réaction de la part du Conseil fédéral, malgré les nombreuses lettres en provenance surtout de Suisse romande, qui lui demandent de faire quelque chose, mais de dénoncer ces crimes, de rappeler le droit humanitaire. Et là, la neutralité avec Israël vient de subir une nouvelle sédation médicamenteuse. On peut aborder donc une question. Le droit international, qui est celui de la Charte en particulier, là, de 1945, la Charte des Nations Unies, elle est là, est pensée pour que plus jamais il n'y ait la guerre, et elle protège les petits et moyens États. Donc la Suisse tient beaucoup au droit international public, qu'elle considère à juste titre qu'elle l'a protégé jusque-là. Mais la question qui se pose, est-ce que la Suisse respecte elle-même le droit international public? On vient de voir qu'en matière de sanctions, elle ne le fait pas, en appliquant des sanctions tous azimuts à l'égard en particulier de la Russie. La Suisse n'a jamais rien dit depuis le moment où il était clair que les États-Unis d'Amérique ne pratiquaient plus le droit international public, mais l'avaient remplacé par ce qu'on appelle ce fameux Rules-Based Order. On n'a jamais fait de commentaires sur ce qu'impliquait le Rules-Based Order. Et parce que faisons un petit concours, qui est-ce qui a le plus violé la Charte des Nations Unies depuis 1945? Premier du classement, États-Unis d'Amérique. Deuxième du classement, Israël. La Suisse n'a jamais rien dit contre ce type de violation du droit international. Poutine envoie ses soldats en Ukraine, c'est la pire violation du droit international qu'il puisse s'imaginer. Donc on a un respect du droit international à géométrie passablement variable. On n'a jamais dénoncé les violations du droit international commises par l'OTAN. Et toutes les guerres de l'OTAN, il y en a eu 22, 23, si on compte celle de l'Iran, toutes les guerres de l'OTAN ont été illégales, sauf celle du Koweït, la première. Et on a un compatriote qui était chinois, mais qui a un institut à Bâle, qui s'appelle Daniel Ganser, qui les a toutes sérieusement répertoriées dans un livre important qui s'appelle « Les guerres illégales de l'OTAN », une chronique de Cuba à la Syrie qui date de 2016, et ça vaut la lecture. Il faut rappeler une leçon toujours valable du président de la Confédération d'il y a longtemps, Félix Louis Callender, qui disait « Pour un pays aussi petit que la Suisse, l'ordre juridique est un élément central, tandis que la politique de la puissance est un danger constant. »
C'est tout à fait remarquable et je trouve que c'est à méditer d'urgence à Berne. Donc on y reviendra. Le Conseil fédéral à pas feutré suit l'Union européenne et les États-Unis sans faillir. L'autre jour, il y a 2-3 jours, l'ambassadeur de l'Union européenne à Berne, qui ferait mieux de se taire, a même parlé de l'autoroute vers Bruxelles qu'emprunte actuellement la Suisse. Comprenez bien, nous sommes sur une autoroute en direction de Bruxelles. Vous avez à Genève une personne absolument formidable qui s'appelle Arnaud Dotezac. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il y a quelques années, il avait publié 2 articles, un incroyable sur les sanctions. Je pense Arnaud Dotezac est le meilleur connaisseur en Suisse sur les sanctions. Et il a aussi étudié les débuts du partenariat pour la paix de la Suisse de façon tout à fait extraordinaire. Et il a une théorie qui est très remarquable, qui est la suivante. Le soutien plus ou moins inconditionnel de la Suisse aux positions de l'OTAN, et la sympathie qu'on a pour l'OTAN, la sympathie qu'on a pour l'Union européenne, cette sympathie se transpose, c'est sa théorie de la transposition, cette sympathie se transpose naturellement dans la politique étrangère de la Suisse et ses choix. Parce que s'ils avaient 2 bons amis là, naturellement, vous aurez tendance à appliquer leur politique. Donc il y a eu une transposition des sympathies à l'égard de l'OTAN et de l'UE sur la manière dont est conduite la politique étrangère. Il y a une transposition des choix militaires de l'Alliance et ça a été manifeste bien avant la guerre en Ukraine, ça a été manifeste au moment de la guerre des Balkans en 1999 et de la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant on est à Genève, c'est 78. Pendant... Il est français, donc 78 pour que tu comprennes. Les 78 jours de bombardement humanitaire de la population civile serbe par l'OTAN ne furent jamais dénoncés par la Suisse officielle. Et il se trouve que l'OTAN attaque un pays membre de l'ONU, la Serbie. L'ONU, avec Boutros-Ghali, n'a jamais donné son aval à cette attaque. Et l'OTAN bombarde pendant 78 jours. Ça violait évidemment le droit international. Enfin, le droit international n'a jamais été autant violé qu'à ce moment-là. Et la Suisse n'a rien dit. Et puis, la Suisse était le premier État à reconnaître le Kosovo. Ça a été fait sans consultation de l'Assemblée fédérale. Comme je vous disais, moins on consulte, mieux ça vaut. Pourquoi? Eh bien, juste avant, l'Assemblée fédérale avait adopté une nouvelle loi, pas une lubie, mais un désir de nos militaires, d'envoyer des soldats suisses dans des opérations de maintien de la paix. Et là, la première occasion qui se présentait, c'était la Suisskoï au Kosovo. Et pour être sûr que le détachement de maintien de la paix de la Suisse au Kosovo y parte, il fallait tout accepter, ce qui se passait avant, y compris la naissance d'un État de la façon la plus illégale qui soit. Évidemment, Madame Albright et Madame Calmiret trouvaient très, très, très sympathique le leader de l'UCK, M. Tachi, qui était Premier ministre, qui était président, mais qui ensuite s'est fait condamner par la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça me rappelle toujours Jean-Pascal Delamura, mon syndic de Lausanne, M. Lausannois, ministre de l'économie, qui disait « Les Suisses se lèvent tôt, mais se réveillent tard ».
il se réveille tard, puisqu'il a fallu, entre 1991 et 2024, plus d'une trentaine d'années pour qu'on se dise qu'il faut sauvegarder la neutralité. Donc on s'est réveillé vraiment tard. Et puis imaginez un quart de siècle, oui, après le Kosovo, à l'Assemblée fédérale, en 2026, il y a eu un débat sur le Kosovo avec 3 parlementaires qui se posaient des questions. Donc on se réveille tard. Alors comment en est-on arrivé là? Il faut chercher dans le monde politique d'aujourd'hui. Je critique personne. Je constate, je reprends ce que l'on dit, je cite, vous verrez là-dedans, tout est cité, je n'ai rien dit qui soit faux ou qui ait été inventé. Mais force est de constater que Régis Debray peut avoir raison de temps en temps. Il a dit, dans toutes les élites politiques actuelles de l'Occident, on n'a que des séries B. Donc, je me cache derrière Régis Debray et je dis, il y a des séries B. Et il y a aussi des séries B ici. Mais avant lui, série B, ça veut dire une présidente de la Confédération qui va écouter le vice-président américain à Munich et qui dit, c'est génial, ce qu'il a dit rappelle la démocratie directe suisse. Série B. Donc Pompidou avait tout compris. Il disait, je cite, « Le danger que court l'homme politique est celui de l'isolement dans un monde qui n'est plus celui de la sincérité. » Et vous avez un livre magnifique qui a été écrit par Walter Thurnherr. Walter Thurnherr, c'est le 8e conseiller fédéral, c'est le chancelier de la Confédération, et il a écrit un livre qui s'appelle comment est-ce que c'est l'allemand, comment est-ce que le Conseil fédéral régit la Suisse. Il n'a pas été traduit. Ils l'ont proposé à Slatkin, et Slatkin n'a pas voulu le faire parce que Slatkin ne voulait pas payer la traduction. Et l'éditeur allemand n'a pas voulu fournir une édition française. Donc ce livre magnifique, les expériences du chancelier de la Confédération, ne seront pas traduites en français. Et vous savez aussi très bien qu'en Suisse, on n'aime pas ce qui brille, on aime plutôt ce qui est gris. Et l'Assemblée fédérale ne déteste rien de plus que de trop fortes personnalités aux larges épaules. Il y avait des candidats lors de la dernière élection qui étaient des gens parfaitement valables. Ce n'est pas eux qui ont été élus. Ce sont des candidats tout à fait à la Suisse, normaux, qui n'allaient pas gêner leurs collègues qui étaient déjà là. Donc il y a une tendance à respecter le gris, c'est la couleur favorite de nos élites politiques, c'est indémodable. Même la Weltwoche avait parlé de sélection négative de conseillers fédéraux, c'est-à-dire du choix du plus faible pour ne mettre en danger personne. Or, vous le savez très bien, nous avons un Parlement qui n'est pas professionnel, des miliciens au Parlement. Et ils élisent des miliciens, puisque c'est le Parlement qui élit parmi les membres des chambres un ministre. Donc le ministre, il était parlementaire avant, et il devient ministre. Et il débarque dans un département qu'il ne connaît pas. Ça n'est peut-être même pas son goût. Il y avait une place à prendre, il l'a eu automatiquement. Donc imaginez aujourd'hui quelqu'un sans formation préalable, sans connaissance approfondie, se mettre à gérer des dossiers aussi difficiles, aussi complexes aujourd'hui. Il y a 30, 40 ans, j'allais dire n'importe lequel de ces parlementaires pouvait sans problème gérer le Conseil fédéral. C'est comme on gère un conseil d'administration sans problème. Mais aujourd'hui, la complexification des choses fait que si vous n'êtes pas informé, vous pouviez, comme avant, reposer sur ce que vous livrez votre administration, mais aujourd'hui, on a inventé des cabinets du ministre.
Donc, on a des gens qui sont des amis politiques, qui n'ont, par exemple, aux affaires étrangères, qui n'ont jamais traité de politique étrangère, mais qui sont les conseillers du ministre, et qui ne sont, eux non plus, pas professionnels. Et le ministre a tendance partout à négliger son administration pour écouter ses conseillers. Donc voilà comment on en est arrivé là. Et il y a autre chose que Raymond Aron disait. Il disait la position des hommes politiques, c'est assez dramatique et typique parce qu'ils préfèrent ne rien dire et continuer ce qu'ils font plutôt que d'admettre que la politique réelle obéit à des règles qui ne correspondent pas à leurs normes idéales. Quand on croit quelque chose, il est difficile de s'en dédire parce qu'on a l'impression qu'on s'est trompé. Et un homme politique ne va pas admettre qu'il s'est trompé. On ne peut pas admettre qu'il se soit trompé. C'est la chose la plus difficile. Alors, on arrive aujourd'hui, vous le savez très bien, à être informé par des narratifs. Et la quasi-totalité de ces narratifs sont mensongers. Comment est-il possible que la plus grande école de Suisse, l'école polytechnique fédérale, ait 2 professeurs qui enseignent la stratégie politique et qui ont dit, pour l'un, ça c'était l'allemand, que cet été, enfin l'été qu'on va vivre, qu'on vit déjà, et le dernier été de paix en Suisse, et l'autre dit qu'il ne sait pas exactement, mais peut-être en septembre, les troupes russes seront sur le Rhin. Mais ça, vous entendez tous les jours en Suisse allemande, moins en Suisse romande. Alors, ça sert à quoi de faire peur aux gens, si ce n'est de leur dire « on est au pouvoir, gardez-nous, on va gérer ça ». Hier, j'étais dans un tram à Berne et je vois un article du Bund où un monsieur dit « la Russie est le plus grand danger pour la Suisse ». Je ne vais pas descendre du tram pour ça, mais je veux dire, c'est tout de même extraordinaire. Et c'était quand? C'était 2022, je pense. L'élite suisse, c'est-à-dire des conseillers fédéraux, des ambassadeurs à la retraite, des professeurs d'université, des chefs d'entreprise, des milliers d'entre eux, je suppose, plus de 3000 d'entre eux ont signé un manifeste, préparé en Suisse allemande. Il s'appelle le manifeste Neutralité 21. Ah oui, parce que pourquoi ça s'appelait Neutralité 21? Parce qu'ils ont commencé leurs travaux peut-être en 2021, mais qui commençait par cette phrase « Les chars de Poutine seront sur le Rhin l'année prochaine ». Ça a été effacé parce que c'était tellement aberrant qu'ils n'ont plus pu laisser le texte du manifeste avec cette phrase. Mais moi, j'étais là au premier moment du manifeste et je vous assure que cette phrase, elle y était. Et il y a des conseillers fédéraux qui ont signé ce manifeste. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? On a l'impression que et j'en arrêterai par là avec nos politiciens, on a l'impression que la Suisse ne leur suffit plus. Je reviendrai en conclusion avec une magnifique phrase de Chateaubriand là-dessus. Ils ont une envie du large. Il dit, c'est quand même autre chose, hein, si on est à l'OTAN. Ça nous change de nos casernes. J'habite Paris et il y a un général 2 étoiles qui est dans mon cercle. Et je suis son parrain, enfin, ça n'a rien à voir. Et il me disait, mais tu sais, je me suis jamais remis de ce choc. J'étais dans des manœuvres de l'OTAN en mer Baltique. J'étais sur un croiseur de l'OTAN et on était en train de décider si on allait tirer sur un navire de guerre russe ou pas quand j'étais rappelé à Paris. Pour lui, c'était une très grande frustration dans sa vie.
Et on a un peu l'impression que nos militaires subissent les mêmes influences. C'est quand même autre chose d'avoir 150 généraux autour de soi, quartier général de l'OTAN, de participer à des exercices à balles réelles. C'est tout à fait autre chose que nos cours de répétition. Et il doit y avoir quelque chose de ce genre aussi pour cette envie d'aller à l'Union européenne. Je suppose qu'une participation au Parlement, discuter des problèmes du monde, c'est quelque chose de plus passionnant que des séances du Conseil fédéral. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est le 4e chapitre déjà, qu'avec la guerre en Ukraine, ça existait déjà depuis... Schopenhauer a écrit en 1830 un livre qui s'intitulait, il était traduit en français, « Comment avoir toujours raison ». C'est important quand on fait de la politique. Et le neveu de Freud, qui s'appelle Bernays, qui était aux États-Unis, a mis sur pied en 1923 une théorie complète de la manipulation des opinions. Puis vendre un produit commercial avec ça, vous pouviez faire la guerre en Amérique latine, vous pouvez mettre fin à une grève, c'est un traité complet de manipulation des opinions. Et puis vous avez eu en 1939, confisqué par les Allemands en 1940, republié en 1954, un livre formidable qui doit se trouver, qui s'appelle « Le viol des foules par la propagande politique » de Serge Tchakotin. Ça, c'est tout à fait inoubliable. Et quand vous êtes pris par ces narratifs, fabriqués évidemment par les meilleures firmes de communication de la planète, à Washington, à Londres, à Kiev et ailleurs, il est difficile de voir la réalité, parce que la réalité, ce sont les narratifs qui ne sont pourtant pas de la réalité. C'est pour ça que en 2026, je suis quand même choqué lorsque le Conseil fédéral insiste à nouveau sur le fait que Poutine n'a jamais eu la moindre raison d'attaquer l'Ukraine. L'autre soir à Paris, Alain Juppé me disait la même chose. On n'a rien fait, hein. C'est lui qui a décidé tout seul de se jeter sur l'Europe. J'ai donné ça, c'est pas un aparté, c'est un lien direct avec ce que je viens de vous dire, des cours d'histoire de la propagande à l'Université Jean Moulin à Lyon, en France. Et j'ai toujours insisté sur le fait qu'il est extraordinairement difficile de sortir d'un narratif. Vous ne pouvez pas dire on s'est trompé, on fait autre chose. Aucun politicien n'admettra qu'il s'est trompé et qu'il avait une mauvaise analyse. Et Tchakotin dit la même chose. Le plus difficile, c'est de faire changer d'avis un politicien sur une explication historique. Et Nietzsche avait dit, je crois qu'il a totalement raison, les gens ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Keynes, le grand économiste des années 30, on lui posait la question économique à l'époque, on lui avait demandé, mais quelle est la meilleure manière de sortir du trou? Et il avait répondu très sagement, il faut d'abord arrêter de le creuser. Et on a l'impression que la Suisse creuse toujours son trou. Donc, pour sauver notre neutralité, il ne faut pas continuer à la perdre. Et bon, Arthur Rimbaud, je ne sais pas si vous connaissez sa vie, mais c'était un voyou grossier, malfaisant, un ingrat. Mais il avait quand même dit, Rimbaud, la morale est la faiblesse de la cervelle. Alors, si vous transposez ça en matière de politique étrangère, ça veut dire que vous abandonnez la réelle politique. La réelle politique, c'est la gestion de vos intérêts. Et si on remplace vos intérêts par la sympathie que vous avez pour les États-Unis ou les pays de l'Union européenne, vous arriverez à rien. D'autant plus, vous le disiez tout à l'heure, que le moment de renoncer à notre neutralité, puisqu'elle est tranquillement en train de dormir à l'hôpital,
le moment est très mal choisi, parce qu'on assiste véritablement, Madame m'a interviewé tout à l'heure, à l'émergence d'un nouvel ordre émotionnel du monde. La Suisse ne peut pas s'acoquiner avec l'OTAN aujourd'hui. Vous voyez bien ce que fait l'OTAN. Elle ne peut pas s'acoquiner avec l'Union européenne. Vous avez des pays bellicistes. Est-ce qu'on va s'associer à des pays bellicistes au moment, moi je distingue entre le Sud global et l'Orient global, c'est Dominique Moisy qui m'a appris ça. Le Sud global, il dit, il est dominé par un mélange de ressentiment à notre égard. Évidemment, ça fait 500 ans que l'Europe a dominé le reste du monde. Il se réveille, il monte en puissance. Il est assez normal qu'il soit dominé par un sentiment, un mélange de ressentiment. Alors, est-ce que c'est le moment de s'associer aux raisons de ce ressentiment, à savoir l'OTAN et l'Union européenne? Je ne pense pas. Et puis, Moïse rappelle que l'Orient global combine lui aussi humiliation et colère, humiliation passée et colère actuelle, et considère que son heure est venue. Donc je dis, ne nous laissons pas embarquer dans de mauvais choix par pure moraline. La Suisse doit réaliser que le monde est en train de changer et que l'Occident ne représente plus que 10% de l'humanité. Et on ne peut plus prétendre dominer la totalité de la planète comme on l'a fait pendant 500 ans. Donc la Suisse ne doit pas prendre le mauvais train, et moi je dis, l'OTAN et l'Union européenne ne sont pas de bons bouillons où se fondre ou se dissoudre. Donc je vois qu'une certaine rationalité est absente de notre politique étrangère. Je ne suis pas arrivé à comprendre, c'est probablement la raison principale pour laquelle j'ai écrit ce livre, je n'ai pas réussi à comprendre comment la Suisse pouvait, avec un enthousiasme aussi aveugle et irréfléchi, soutenir l'Ukraine. La présidente du Conseil national est allée en Ukraine et elle a dit, ces gens-là sont des démocrates qui se battent pour nous. C'est là où j'ai fait un effort gigantesque, comme je suis en France, pour trouver une expression polie, mais moqueuse, pour caractériser l'attitude de nos politiciens suisses. Je dis, ils se sont fait bananer par des carabistouilles. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, et c'est ce qui se passe encore en Ukraine. Quant à l'Europe, il faut comprendre que l'Europe n'est plus l'Europe, surtout pas un pôle de stabilité, de rationalité. Elle a des urgences qui lui sont dictées par l'Angleterre, par l'Ukraine, par les pays baltes, par la Pologne. Ça ne ressemble pas à l'Union européenne que l'on connaît, avec 3 pays ouvertement bellicistes, hein, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. L'Amérique n'est plus l'Amérique. Vous le voyez tous les jours. Je vois à peu près vos âges, on est peut-être, à part quelques-uns de la même génération, on a admiré l'Amérique. C'était un sujet d'admiration. On ne peut plus le faire. C'est un sujet de détestation. Et Israël n'est plus Israël. On a beaucoup aimé Israël, on peut même aller travailler dans un kibbutz. Mais on ne peut plus aimer ce que fait aujourd'hui Israël avec son gouvernement et M. Netanyahou. Donc tout ça, c'est un appel à revoir nos certitudes et à ne plus oublier notre neutralité et ne pas confier notre avenir à 2 grandes organisations supranationales. J'ai retrouvé une citation extraordinaire de Hannah Arendt qui avait diagnostiqué que le résultat d'une substitution permanente et totale de mensonges à la vérité factuelle n'est pas seulement que les mensonges sont acceptés comme vérité, mais que le sens par lequel nous prenons nos repères dans le monde est détruit.
pour moi, c'est un petit peu, et c'est même totalement, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et puis, je crois que c'est la faute à Louis. J'ai rajouté un chapitre à mon livre pour dire que small, c'est aussi beautiful, mais c'est aussi powerful. Et ça n'est pas parce qu'on va se dissoudre dans de grands ensembles qu'on va gagner en puissance. Il y a même d'énormes avantages aujourd'hui à être un petit État. C'est comme ça qu'on peut être neutre et qu'on peut être respecté. Donc il y a là un devoir de lucidité de nos autorités qui commence par une analyse du monde en dehors de ces narratifs. Donc, on a un devoir combattre l'abandon de notre ADN, hein, parce que la neutralité, c'est notre ADN. Et apparemment, le centre, la gauche, les Verts, une majorité parlementaire actuelle à Berne, ne perçoit pas les choses ainsi et se contente à lutter contre le Parti populaire. Alors, 2 mots rapidement, ça va ou bien? Oui, rapidement, on est pour moins de 15 minutes. Sur la prochaine votation, parce que tout de même, ça doit intéresser ici ceux qui votent. Donc le message qui date du 27 novembre 2024 rejette l'initiative, bien sûr, sans même donner la peine de soumettre un contre-projet. Mais on y apprend, je vous avais dit, il faut lire ces messages, on y apprend des choses capitales. Alors, en 2024, la Suisse réaffirme que la neutralité telle que définie en 92 est restée la même. On ne participe pas à un conflit armé et les sanctions ne font pas partie de ça. Les sanctions économiques, on peut les appliquer comme on veut, quand on veut. Enfin, est-ce qu'on peut appliquer 30 000 sanctions et rester neutre? Regardez Bruno Le Maire, qui disait que les sanctions étaient là pour mettre les Russes à genoux. Et quand il y en a 30 000, comment ne pas être sûr que des centaines d'entre elles n'ont pas un impact sur la sphère militaire? Vous vous rappelez de cette blague moqueuse des Occidentaux qui disaient « oui, les Russes, ils sont à bout, ils sont obligés de désosser leur frigidaire pour trouver de l'électronique. » Mais en disant ça, ça veut dire que si on leur vend des frigidaires, on leur vend de l'électronique, donc on participe à leur effort de guerre. Donc c'est un blablabla informe qu'on nous sert et c'est pas sérieux. Je peux vous dire une chose, j'ai plusieurs fois par année l'occasion de rencontrer des hauts gradés de l'armée suisse, 3, 4, 5 divisionnaires ou brigadiers. Tous les officiers à qui j'ai parlé me disent la même chose, la Suisse a cessé d'être neutre le 28 février 2022, le moment où elle a décidé des sanctions. Donc c'est clair et net. Mais je voulais vous parler du texte de l'initiative. Il y a 4 articles, ça peut être fait très rapidement. Le premier article dit, c'est du grand classique. La neutralité suisse est perpétuelle et armée. Rien à dire. L'article 4, c'est pas terrible, mais pas trop grave. Il ne parle que de médiation. La Suisse, etc. Promouvoir sa médiation. Mais on oublie les bons offices, qui ne sont pas la médiation. On oublie un petit peu la Genève internationale, mais enfin, c'est pas trop grave, on pourrait éventuellement vivre avec ça. Reste 2 problèmes. 2 changements fondamentaux qu'il y a là-dedans. C'est l'initiative interdit à la Suisse de prendre des sanctions autres que celles des Nations Unies. Donc ça heurte de front la politique suisse, la loi sur les embargos et le suivi des grands États avec lesquels on a des relations économiques. Donc là, on rentre de front
dans le dur, pas de sanctions autres que celles du Conseil de sécurité. Alors, le Conseil fédéral prend ça très très mal, parce qu'il va devoir expliquer à 27 pays membres de l'Union européenne qu'on est désolé, mais on ne va plus reprendre vos sanctions. C'est une catastrophe auquel le Conseil fédéral ne peut pas faire face. On y reviendra parce que, j'ai dit, je vous en ai déjà parlé, il y a des perles. Et ces perles, c'est on a été obligé de prendre des sanctions parce que ce serait une tâche colossale, c'est le terme qu'il y a dans le message, pour la Suisse de fabriquer des mesures de contournement des sanctions. Donc, on a suivi les sanctions par quoi? Par paresse, je ne sais pas, vous trouvez un mot, par peur du boulot. En Suisse, on croit un petit peu rêver, mais ce qui fait rêver, c'est que c'est un aveu qui se trouve dans un message du Conseil fédéral. On était obligé de suivre les sanctions parce qu'on ne voulait pas se donner la peine d'imaginer des sanctions, des mesures de contournement. Donc, moi, je trouve ça quand même assez peu probable, d'autant plus que, par exemple, on est dans le même conseil d'administration, on a dû engager des gens que pour ça, que pour voir si dans nos affaires, on respectait les sanctions. Et il n'y a pas une entreprise suisse qui n'a pas recruté quelqu'un pour voir, en tout cas celles qui sont liées à l'exportation, bien entendu. Toutes celles qui exportent ou qui ont des activités à l'étranger, on a engagé des gens pour voir si on respectait les sanctions. C'est des centaines de milliers de francs, même pour des banques de taille moyenne. Donc ça, c'est une chose. Et je ne sais pas si ça va passer. Quand même, depuis 2002, on s'est donné la liberté de sanctionner comme on voulait avec nos amis économiques. Je ne sais pas si les auteurs avaient un moyen d'amoindrir cela, mais en tout cas, le texte est clair et net, pas de sanctions, sauf celle des Nations Unies. Et l'autre, c'est plus de collaboration avec l'OTAN jusqu'à ce que les troupes russes soient à nos frontières. Ou quelques jours, si la menace est vraiment réelle, quelques jours avant. Alors, adieu au partenariat pour la paix, adieu aux troupes de maintien de la paix, adieu à notre politique de coopération avec l'OTAN en matière de sécurité. Depuis 30 ans, donc, le Conseil fédéral est foudrage parce qu'il faudrait renoncer à 30 ans de partenariat, mais ce n'est pas responsable. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut définir les limites de notre participation à l'OTAN, qu'on soit au clair. Est-ce qu'on peut envoyer des troupes, qu'on n'envoie pas des troupes? Est-ce que nos militaires peuvent assister? Est-ce qu'on peut assister à des exercices sous article 5 ou pas? Il y a une définition, une politique d'information pour calmer la population. On ne l'a pas fait. Donc, eux, ils ont décidé plus rien. Ce qui n'est pas tout à fait sérieux non plus, parce que l'armée suisse a besoin, dans tous les domaines de l'informatique et autres, de s'appuyer et de s'associer à l'OTAN. Donc là, je pense qu'ils sont allés trop loin. Ça, c'est clair. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette initiative qui me laisse un peu perplexe. Premier article, ça va. Le quatrième, ça passe. Le deuxième, sur les sanctions, ça va. Mais couper 30 ans de collaboration, c'est quand même beaucoup demandé au Conseil fédéral et on n'avait qu'à se réveiller plus tôt peut-être. Mais remarquez une chose, c'est que cette votation, elle va forcément donner une image assez fidèle de la Suisse. Là, vous aurez d'un côté, il y a un fossé énorme, il y aura la classe politique, qui va voter contre. Il y aura une majorité de notre caste financière, économique, industrielle, universitaire, managériale. Et puis, il y aura, disons, les petits Suisses, qui ne sont pas des petits Suisses, mais c'est des petits Suisses qui tiennent à leur neutralité, parce que ça fait partie de leur ADN. Il n'y a nulle part dans ces textes le fait
que la Suisse ne serait pas la Suisse si elle n'avait pas été neutre. Et quand vous demandez à les Suisses s'ils aiment leur neutralité, c'est à 97%. Ils disent oui, c'est pas défini, mais ils disent oui, la neutralité, c'est pour nous. Donc, il y a tout de même un problème qui se pose et l'image de la Suisse qu'on voit dans toutes les votations, elle est là. Il y a quand même deux partis. Et il y a des gens que j'appelle les gens ordinaires et c'est pas méprisable. Au contraire, moi, je suis quelqu'un de très ordinaire, mais je tiens à ma société, à mon histoire, à mon passé, à ma culture, à mon ADN. Et il faudrait que les élites comprennent ça. Vous voyez, il y a un chevauchement entre gouvernement, politique, armée, médias, tribunaux, qui fait qu'on ne peut pas s'éloigner de cette ligne qu'à ses propres dépens. Vous n'allez pas dire ça à Jacques Beau, et on a fait la dure expérience. Il avait ses propres avis qui étaient tout à fait pertinents. Ce n'est pas une raison pour le mettre en prison dans la ville de Bruxelles. Alors, je termine par 3 citations qui vont vous plaire. Mais un auteur suisse, ça c'est pas la citation, Klaus Stölker disait en 2022 que la Suisse glissait insensiblement, mais inéluctablement vers la médiocrité. Il disait aussi, Suisse, réveillez-vous, car votre présent n'est pas digne du passé. Alors je dis, on ne va pas braquer nos traditions dans ce que j'appelle, excusez-moi, c'est pas très drôle, mais des brocantes, ce que j'appelle des brocantes bruxelloises, puisque l'OTAN est aussi à Bruxelles. Alors Chateaubriand, il est à Lucerne, c'est l'une des 3 dernières, en 1832. Et il avait tout compris. Il dit, que demande la Suisse? La liberté, elle en jouit depuis 4 siècles. L'égalité, elle l'a. La République, c'était avant 1848. La République, c'est sa forme de gouvernement. Que veut-elle donc? Elle veut changer. C'est la loi des êtres. Quand un peuple transformé par le temps ne peut plus rester ce qu'il a été, le premier symptôme de sa maladie, c'est la haine du passé et des vertus de ses pairs. C'est ce qu'on entend à l'Assemblée nationale à Berne. Et mieux encore, Alexandre Vinet, qui est un Lausannois, qui disait ça juste après le congrès de Vienne, donc 1816, 17, 18. Il disait, à propos de la Suisse, je ne sais pas où elle va. C'était en donc 1816, 17, 18. Je ne sais pas où elle va. Je ne sais même pas si elle y va. Elle a le sentiment d'être hors du vrai, neutre sur le papier, jamais neutre à l'application, sentant qu'il lui faut être ou réellement neutre ou réellement le contraire, et ne sachant se donner une position. Churchill avait dit, je rajoute, que les gens ne veulent plus être utiles, mais importants. On a parfois l'impression que c'est de ça qu'ils choisissent. Et la plus belle de toutes, Ernest Renan. Qu'est-ce qu'une nation? Une nation est une âme, un principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre est dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est en consentement actuel, un désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. Et j'ai l'impression que cette philosophie n'est plus partagée par la majorité de notre Parlement. Louis, encore une fois, il ne m'a pas reproché, mais il m'a dit « Tu aimes beaucoup La Fontaine parce que dans mon livre, je dois citer énormément de fables de La Fontaine. » Et il m'a dit « Tu en as oublié une. » Et c'est celle que je vais vous dire. Parce que le choix pour nous, c'est entre 2 fables de La Fontaine. C'est le choix entre la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf et qui éclate. Et on a l'impression que c'est un petit peu la Suisse aujourd'hui. Et l'autre, comme suggérait Louis, c'est le rat qui libère en les grignotant les mailles du filet, un filet dans lequel un lion est captif. Et en rongeant ses mailles, il le libère.
Et donc, small can be useful. Le lion avait besoin du rat. Alors, vous allez choisir? Merci. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Avant de donner la parole au public, je voudrais aborder avec vous le scénario du pire pour la diplomatie et de l'éthique, celui de la paralysie constitutionnelle face au changement de paradigme que vous dénoncez. Le peuple suisse serait examiné à voter sur l'initiative pro-suisse pour neutralité stricte. Si le texte est accepté, la Suisse se verra constitutionnellement interdire toute sanction dans des pays de l'ONU. Or, l'ONU est paralysée par les vétos. Ne risquons-nous pas de nous enfermer dans un piège juridique parfait, d'un côté une neutralité rigidifiée par la Constitution qui nous coupe des partenaires occidentaux, de l'autre une neutralité active, actuelle, qui nous disqualifie auprès du légal. Comment la Suisse peut-elle sortir de ce dilemme sans fracturer sa politique? J'imagine que c'est une question rhétorique et que ce n'est pas votre avis. Absolument. Mais vous avez des juristes en Suisse, des juristes allemands, qui sont dangereux et qui disent pas de neutralité pour ceux qui violent la Charte des Nations Unies. Mais qui viole la Charte des Nations Unies? Principalement. Pourtant, c'est les ennemis politiques, mais ça ne lui pose pas de problème. Il y a René Rinoff, c'est un énorme juriste qui a écrit des livres sur la neutralité, beaucoup de respect. Alors, il dit non, il n'y a qu'une sorte de neutralité. En allemand, il appelle ça une neutralité situative. Une neutralité de situation. Alors, ça dépend dans quel contexte on est. Alors, évidemment, le gros argument de tous ceux qui reprochent à la charte d'être devenue inutile, c'est qu'effectivement, il ne peut plus y avoir de consensus pour des sanctions contre un grand, un des 5 grands, puisqu'il y a automatiquement un veto de l'autre côté. Ben là, il faut, ma foi, s'en accommoder. Vous savez, donnez-moi 30 secondes pour poser d'abord une question. Qui a étudié les sanctions et les effets des sanctions, que ce soit parmi les 27 États européens ou en Suisse? Ils n'ont aucune idée des sanctions. Moi, j'ai passé plusieurs semestres à enseigner les sanctions dans 3 universités françaises. Alors, je n'ai pas la science infuse, évidemment, mais les sanctions sont une mesure qui est de très peu d'efficacité. Quand vous regardez l'efficacité des sanctions, vous voyez que ça marche à peine dans 30% des cas. Et vous voyez qu'il y a aussi des effets néfastes. Un État sous sanction, il devient de plus en plus autoritaire. Plus il est sous sanction, plus il va contrôler sa situation, sa population. Donc ça a des effets contraires. Et puis en plus, quand vous êtes incapable d'analyser les effets des sanctions, vous les prenez en retour, comme tous les pays de l'Union européenne, où le gaz est plus cher, où l'électricité est plus chère, où vous n'aviez pas prévu ça, et c'est finalement nous qui en souffrons plus ou au moins autant que la Russie. Donc il faut être sérieux. Quand on me parle de sanctions, c'est une réaction qui dit « t'es pas bien, t'es méchante, je vais te sanctionner. Pars dans le coin, s'il te plaît, avec ton bonnet d'âne. » C'est tout. C'est irréfléchi. On ne peut pas faire ça en politique internationale. Ça ne marche pas. Et qui va devoir rétro-pédaler? C'est évidemment l'Union européenne et les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc je dis, quand on prend des mesures, il vaut mieux savoir où l'on va et les résultats escomptés. Et il se trouve que les meilleurs auteurs qui ont étudié les sanctions et les résultats des sanctions parviennent à la conclusion que, on the whole, c'est négatif. Rappelez-vous Madeleine Albright, à qui un journaliste disait « mais vos sanctions en Irak, avant votre intervention de 2003, elles ont tué entre 500 000 et 1 million de femmes et d'enfants,
Elle dit, bon, bah, c'est un détail, on vous laisse Saddam. Les sanctions tuent. J'ai personnellement eu un membre de ma belle famille, puisque j'avais épousé une Iranienne, qui est mort là-bas, à Téhéran, par manque de médicaments. Les sanctions tuent. Est-ce que vous avez entendu un seul Suisse dire que les sanctions pouvaient tuer? Tout le monde s'en fout. On veut punir. C'est pas sérieux. Les sanctions, c'est pas sérieux. Dans le public, par contre, le micro. Et baladeur. Oui, je voudrais revenir un peu sur ce que vous nous avez appris. On a présumé que la neutralité suisse avait été, disons, mise de côté à partir du moment où la Suisse a adhéré aux sanctions contre la Russie. Moi, je voudrais revenir quand même Je n'ai pas dit ça. Hein. Non, pas vous, mais vous Ah, avez cité quelqu'un. Désolé. Oui, oui. Vous avez cité quelqu'un qui m'a dit. Okay. Je voudrais dire que dans ce problème du Moyen-Orient, où la Suisse, par exemple, a reconnu Israël, je crois très rapidement, même pas dans l'année où... Pas aussi rapidement que le Kosovo. Nous, on était les premiers pour le Kosovo. Même, Israël, ça a pris un certain temps. Pour l'époque, c'était beaucoup. Et aujourd'hui, la Suisse ne reconnaît toujours pas l'État palestinien qui est reconnu par, je crois, plus de 150 personnes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a porté un coup, justement, aujourd'hui où le monde change, et vous l'avez cité, à la neutralité suisse? Je crois que le seul pays européen à ne pas dénoncer les politiques d'Israël en ce moment à Gaza, c'est la Suisse. La Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir dénoncé les exactions des colons violents en Cisjordanie. Même les États-Unis l'ont fait, même les Français l'ont fait. Et il y a eu des procès contre ces gens-là. Donc vous soulevez là quelque chose qui me fait honte. Quand j'étais ambassadeur à Vienne, l'UNRWA était basé à Vienne. Et pendant 6 ans, j'étais membre du conseil d'administration de l'UNRWA. Et j'ai demandé à l'UNRWA que tous ces conseils d'administration aient lieu en Jordanie, à Amman, pour qu'on puisse aller visiter les camps. J'ai visité tous les camps. Il m'a fallu 3 mois à mon retour en Suisse pour m'en remettre. J'ai vu des choses tellement horribles que j'ai été choqué. Alors, il faut vraiment ne rien savoir, ne jamais avoir été là-bas pour supprimer les fonds de l'UNRWA, qui est vraiment l'organisation qui fait tenir encore, ou qui faisait tenir encore Gaza. Je ne m'explique pas comment, pareil, parti pris politique, ignorance, peut-être volontaire, ou ignorance tout court, ont pris le dessus. Et tout le monde s'interroge. Pourquoi? Pourquoi? Je peux vous dire que Berne fourmille de rumeurs. Mais ça tient essentiellement à un homme, Cassis. Alors pourquoi Cassis? C'est un agent de la propagande israélienne. Vous avez oublié ça. Je ne me permettrai pas de dire des choses pareilles, évidemment. Mais Cassis a présidé, il a vice-présidé l'Association des amitiés israéliennes au Parlement suisse. On a eu un collègue dont vous connaissez le nom parce qu'il est beaucoup dans la presse, mais dont je ne vous dirai pas le nom. Il était ambassadeur en Israël et il a écrit un rapport que vous ne verrez pas avant 30 ans, mais que j'ai vu parce que j'étais dans la boîte. Et il a écrit un rapport sur les activités de lobby d'Israël et des sociétés israéliennes, du gouvernement israélien, des services secrets israéliens, de tout ce qui est israélien en Suisse. Il a fait une étude sur l'efficacité de ces lobbies. Alors bien sûr, lobby il y a. Comme je vous ai dit, Berne fourmille de rumeurs autour d'Ignacio Cassis.
je ne pense pas, contrairement à votre collègue là, je ne le vois pas, il est monté, non, Abdel-Jalil est là, mais son collègue, je ne pense pas que le fait qu'il ait été un jour vice-président explique la totalité de ses réticences. Il doit y avoir autre chose, mais je ne sais pas. Il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose. Allez à Berne, allez dans son village. Allez dans son village au Tessin. C'est là où vous avez le plus de chances d'entendre la vérité, parce qu'ils connaissent la famille. Historique, c'est une vérité historique. Donc j'ai dit, j'ai passé 38 ans comme diplomate. Je n'ai jamais eu de problème avec la politique. J'ai pris ma retraite en 2008. J'ai jamais eu de problème avec sérieux sur le plan de la conception de notre action diplomatique avec mon gouvernement, sauf pendant la guerre en Yougoslavie, où là c'était tout simplement abominable, mais Madame Calmiret avait ses raisons, que la raison ignore. Il fallait mettre en scène les troupes suisses de maintien de la paix. Alors, est-ce que ça excuse l'inexcusable? Je ne sais pas. Je voudrais juste rappeler une chose sur monsieur. Vous m'entendez? Je vous prête le micro. Merci. Je voudrais juste rappeler une chose sur M. Cassis. Au moment où au moment où Monsieur le président de l'UNRWA, le premier Suisse, Monsieur Kroenbühl, je me souviens plus du nom, quelque chose comme ça, a été dégommé. Il l'a fait en relation avec le beau-fils de Monsieur Trump, qui est un sioniste notoire. Alors, je pense qu'il y a quand même des influences directes sur Monsieur Cassis de par le lobby pro-sioniste. Oui, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça suffit peut-être pas à tout expliquer. Ah, je suis d'accord avec vous, tout à fait. Mais tout. les Américains ne se gênent plus. Je veux dire, l'ambassadeur des États-Unis à Berne peut ouvrir votre porte, son rendez-vous, et dire voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que nous voulons. La menace est courante d'un grand État envers un plus petit. Vous ne faites pas ça, vous allez voir. Ouais. Je vous suis. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Il y a un petit bouton qu'il faut. Parlez fort, on vous entend. Oui. Admettons que votre livre ait l'impact souhaité, qu'une partie de la population suffisamment éveillée le lise, le comprenne. Quel est votre résultat idéal attendu? Alors, mon résultat idéal attendu, c'est que ce livre plaise à mes amis et à ceux qui partagent mon opinion. Il y a un gros travail de renseignement et ceux qui sont un peu sur ma ligne vont forcément le lire avec beaucoup de plaisir. Alors, donner du plaisir aux gens, c'est ça. Pour le reste, je suis sceptique. J'ai consulté 14 éditeurs en Suisse allemande qui m'ont renvoyé sur les roses. Parce que la Suisse allemande a évidemment des avis beaucoup plus radicaux que ceux de la Suisse romande. C'est pour ça que Slatkin l'a publié. Il y a un journaliste de la Weltwoche qui a fait un article. Il y a 6 semaines qu'on attend sa publication. La Suisse allemande est à 80% au moins, si ce n'est pas 90%, pro-israélienne, anti-Poutine, pro-États-Unis et Union européenne, Euro-turbo. Donc vous ne pouvez rien faire contre ça. Mais moi, je suis
fier de l'avoir fait parce que c'est des effets d'abord pour moi-même. J'ai mis au point mes pensées. Je les ai précisées, je les ai exprimées. Il y a des références. C'est un peu l'œuvre de ma vie. Je suis très, très, très content d'avoir pu offrir ça, comme je dis, à mes amis et à mes connaissances. Le reste, je ne me fais aucune illusion que ce soit. Pour les raisons que je vous ai expliquées, vous ne pouvez pas faire changer, pas boire un âne qui n'a pas soif. Et je crois qu'on n'a pas les mêmes sources d'informations. Tant mieux. Ça fait depuis le Covid que je m'amuse à poser chaque jour la même question à 10 personnes que je ne connais pas pour éviter qu'ils connaissent mes opinions politiques. Et comme j'ai le privilège de passer du temps en Suisse, en Italie où j'habite, en France, en Allemagne, en Inde et dans quelques autres pays, j'ai une diversité d'opinions que je trouve vraiment représentative. Moi, je vous parlais que de la Suisse, hein. Je parle pas que de la, je ne parle que de la Suisse. Et Okay. La question que je pose, c'est, admettons que vous habitiez en Suisse et qu'on vous demande de voter, et vous avez le choix, est-ce que la Suisse doit faire partie de l'Union européenne ou pas? Le 99% des gens, peut-être 98, disent non, la Suisse ne doit pas faire partie de l'Union européenne. J'ai entendu un sénateur italien me dire, mais non, nous cherchons à sortir de ce machin. Tout le monde, Un sénateur allemand me dit, Gilbert, il faut trouver le Suisse qui aura le courage de parler à la télévision et de dire la Suisse ne fera jamais partie de l'Union européenne. Par contre, la Suisse est prête à donner toute son énergie pour créer une confédération des États libres d'Europe. Quand j'ai entendu, on me l'a répété, Didier Burkhalter, qui a démissionné à l'époque, dire quand je vois ce qui se prépare, je refuse d'y participer. Quand j'entends Madame Hammer, qui, dans son village natal, dire je n'ai pu démissionner qu'après avoir signé, sinon on me laissait pas démissionner, mon parti ne me laissait pas démissionner. Et qu'après, elle dit, quand on te tord le bras assez longtemps, tu finis par signer n'importe quoi. Ça fait mal, oui. Quand je vois dans la Stampa, en Italie, le journal italien populaire, une page entière sur le scandale du F-35 en Italie, où il coûte 3 fois plus cher que ce qui avait été promis au départ, je me dis, il y a deux mondes. Il y a ce monde anesthésié, et puis il y a mon monde à moi, où un journaliste indien me parle de la Suisse de manière élogieuse, en me disant, mais la Suisse a raté son contact avec la Russie. Et quand il me rappelle que Jean Capodistria était l'envoyé du tsar de Russie à Genève pour, avec Pictel-Rochemont, aller à Vienne, ce n'est pas la Suisse qui a choisi d'être neutre, c'est l'Europe qui a choisi que la Suisse devienne neutre. Et j'ai l'impression que je tombe d'une autre planète où je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Ensuite, quand on parle des conseillers fédéraux et des chambres fédérales, au-dessus de ce système, à l'évidence, il y a quelque chose qui se passe, dont vous ne parlez pas. Non. Mais on a affaire à des crétins, des dégénérés. Est-ce qu'il faut des psychiatres pour J'ai dit série B. Série B. Série B. Oui. Donc, il y a des paradoxes hein, que je... Bon, écoutez, ce que vous dites est intéressant, mais il y a là, en Suisse allemande en particulier, un peu moins en Suisse romande, une majorité claire de gens qui sont pro-Likoud et anti-Poutine. Maintenant, il y a une minorité de gens qui ont encore recours à leur cervelle pour avoir une pensée indépendante des narratifs. Je pense qu'il y en a énormément ici ce soir. Mais nous sommes un tout petit groupe. Et nous n'avons pas accès à la télévision, nous n'avons pas accès à la presse. Un pays, disons, verrouillé, que je connais bien, c'est Paris. Et à Paris, vous aviez une association des amitiés franco-russes, dirigée par une Française de passeport, mais d'origine russe. Il n'y a plus une salle à Paris qu'elle peut louer pour organiser ses réunions. On lui a confisqué, fermé son compte de l'association en estimant que c'était pro-Poutine, etc. Donc, elles avaient fermé son compte. Évidemment, tout ça au nom des droits de l'homme. Donc, si vous voulez une information indépendante, ce n'est pas dans la presse suisse, ce n'est pas en lisant Le Temps,
c'est pas en regardant la télévision suisse romande. Vous devez aller sur des sites parallèles. J'en fais, j'ai un petit chapitre qui s'appelle sur le maccarthisme suisse, c'est-à-dire le combat contre ceux qui voudraient la liberté d'opinion. Il y a des gens, mais c'est tous des gens qui ont des chaînes YouTube, c'est Antithèse, etc. Et vous avez un général français qui s'appelait Dominique de la Warde, pardon, qui faisait un travail extraordinaire. Toutes les semaines, il résumait la situation internationale. Il est à la retraite, 2 étoiles. Et son dernier travail, puisque toutes les voix en France de la raison ont été éliminées, il a voulu faire une liste des sites que l'on pouvait consulter avec un certain espoir d'apprendre quelque chose de solide. Il est arrivé à 82, c'est beaucoup pour la France, mais vous en connaissez 5 de ces 82. Et vous n'avez pas le temps tous les jours d'aller rechercher les émissions de ces 5-là. Donc, votre information, elle se fait par la TSR, elle se fait par le journal que vous lisez. Et puis, vous avez du travail, donc vous n'avez pas 6 heures par jour à consacrer, comme moi, un bouquin que vous écrivez sur les relations internationales. Donc, vous n'avez tout simplement pas le temps de vous informer correctement. Qui va me voir demain sur Antithèse? 1000 personnes? Oui, évidemment. Non, moi je ne l'accepte pas. Moi j'estime avoir écrit 350 pages, j'ai fait mon devoir en quelque sorte, mais je donne des interviews. Regardez, j'ai fait une interview avec Philippe Lotaz, qui est un professeur de la neutralité au Japon. Il est très content de l'interview. Il y a eu, je crois, entre 8 et 10 000 personnes qui l'ont vu. Il doit y avoir 2-3 000 pouces levés et il doit y avoir 250 commentaires, tous positifs. Alors vous êtes content parce que vous avez 8-10 000 personnes qui vous ont lu, etc. Mais c'est quoi? C'est rien. La plupart sont des étrangers. Ça n'a aucun impact sur le plan de la formation de l'opinion ou sur un plan électoral. Donc moi, je ne suis pas optimiste du tout. Je suis optimiste à titre personnel, mais je pense qu'il va falloir attendre encore quelques temps pour changer de majorité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces États bouclent l'opinion publique, ferment les portes, comme en France? On ne peut plus que s'exprimer d'une seule manière. Il y a une loi qui est entre les 2 chambres en France qui permettra la saisie des comptes bancaires de personnes qui ne sont pas dans la ligne. Ça devient extrêmement dangereux. Regardez ce qu'on a fait à Jacques Beau. Enfin, c'est invraisemblable. Un Suisse condamné par l'Union européenne, pas défendu par la Suisse. L'UBS qui suit le blocage de son compte. C'est la honte absolue. Vous voulez lutter contre quoi là? Vous voulez lutter contre l'UBS, contre le Conseil fédéral qui ne fait rien, contre l'Union européenne. Hein? C'est l'état de droit. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est l'état de droit. Excusez-moi, l'Europe du droit, les droits de l'homme, etc. Et qu'à la fin, tout ça s'est bafoué allègrement, de même qu'au niveau des Nations Unies, s'attendre à ce qu'il y ait des votes respectés aux États-Unis, parce que des puissances qui ont des intérêts à défendre de la population, c'est une utopie. Donc je crois qu'il y a tout quelque chose à revoir dans le fond. Ce que vous disiez à propos des sanctions, ce sont des gens qui sont sanctionnés, condamnés, sans procès. Et nous, on est les rois de la démocratie. En plein 21e siècle. C'est totalement invraisemblable ce qui se passe. C'est une espèce de... On n'ose pas dire, parce que si vous dites qu'il y a une fascisation de la scène politique, vous allez passer la nuit à Chandolan. Hein. C'est peut-être frais, je ne sais pas. Oui, peut-être si, je ne dis pas pour me conseiller, mais pour le situer un peu mieux, avec plus de patience, là, pour vivre avec plus de
tolérance à la situation actuelle. On pense à l'histoire. La Suisse a fait, à mon avis, la première fois qu'elle a fait une expérience mauvaise de l'intervention, d'avoir donné à d'autres personnes qui s'occupent de son gouvernement, c'était avec Napoléon. Et c'est vrai, en Suisse, à ce moment-là, 1780, après la Révolution française, la Suisse était un ensemble, excusez-moi, je fais une petite parenthèse historique, mais je le trouve assez intéressant. Là, il y avait des cantons bourgeois sur Zurich, il y avait des cantons très aristocratiques comme Berne et tout, puis il y avait des cantons sujets, et puis il y avait des jeunes de familles aisées, comme les Frédéric César de la Harpe, vaudois, ou bien le Peter Ox de Bâle, qui était aussi une famille bourgeoise, mais les familles c'est encore antiques, en antiquité, mais les enfants, les rejetons étaient des radicaux, des républicains. Et ils se sont dit, mais si on demande à la France, qui venait de faire la révolution, de venir nous aider à changer le régime en Suisse, peut-être qu'effectivement, on aura finalement un régime démocratique, républicain et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont pris contact avec Napoléon. Et Napoléon a vu là l'occasion de tirer profit pour lui, parce qu'une Suisse républicaine, ça pouvait, et puis soumise à la France, parce que c'est comme ça pour lui que ça s'est terminé, pourrait permettre ensuite à la France de sauter sur les autres monarchies européennes, et puis d'avoir et puis ensuite en Italie, et comme ça d'augmenter son économie. Et c'est comme ça que les troupes françaises sont entrées en Suisse en 1798. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y avait des endroits, des cantons suisses alémaniques surtout, parce que la Suisse romande a tout de suite accepté, mais ils ont eu des difficultés avec la Suisse alémanique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des bains de sang dans des villages qui ne voulaient pas accepter la nouvelle constitution de la République helvétique. À Stanz, où il y a eu le premier génocide on pourrait dire aujourd'hui, c'est le premier génocide que la Suisse a connu. Pratiquement tout le village a été tué. Hommes, femmes, enfants et tout. Tout le village était brûlé. Et ce sont ces gens-là, parce qu'ils ont connu, après il y a eu la guerre, après il y a eu les Souvarov qui sont... donc la Suisse a connu la guerre sur son territoire, a connu des massacres. Et ce sont ces gens-là qui après ont été à Vienne avec Pictet de Richemont pour demander la neutralité. Donc voilà, il a fallu une expérience affreuse pour que c'est comme ça que en tout cas c'est comme ça que je vois la chose, que les Suisses ont véritablement vu, connu pour la première fois la valeur de la neutralité. Donc si je suis neutre, on ne viendra pas nous envahir. Et puis bon, ensuite l'histoire continue. Maintenant, pour revenir, ça c'était juste une petite réflexion historique, mais qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que il faudrait, si j'étais enseignant d'histoire à l'école, j'enseignerais ça et je commencerais par cette période-là, la période napoléonienne qui nous a enseigné et enseigne encore aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire avoir un tyran, parce que Napoléon, pour finir, a mené une quarantaine de guerres en Europe en 15 ans, quarantaine de guerres, pour dire qu'est-ce que ça veut dire se mettre à table, s'acoquiner avec des tyrans, avec voilà. Et ça, on peut reprendre, ces comportements, on les retrouve encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire s'acoquiner avec un Trump, et ainsi de suite. Maintenant, Monsieur Vétoil, vous avez nommé Jacques Beau. Bon, d'abord, j'aimerais dire que j'ai lu la moitié. Pour l'instant, je suis à la moitié de votre livre. Je trouve excellent. Et je vous remercie infiniment parce que, comme les livres de Jacques Beau, aussi le vôtre, et je les mets ensemble, ils sont complémentaires, et ils m'apprennent beaucoup de choses. Mais maintenant, j'aimerais faire une autre réflexion, c'est-à-dire comment se fait-il que, parce qu'il y a encore un service d'information stratégique en Suisse,
comment se fait-il que ces personnes-là, qui sont censées avoir reçu une formation pour être agents de renseignement stratégique, peuvent dire que la Russie, l'été prochain, sera au bord du Rhin? Ça veut dire que ces gens-là ont été mal recrutés, ou bien ils sont obligés par quelqu'un de plus haut de dire des mensonges. Alors à ce moment-là, ils ne font pas leur travail. Alors, la réponse est ultra simple. Jacques Beau dit d'ailleurs le plus grand mal des analyses stratégiques qui proviennent du service de renseignement militaire, du département militaire. Il a raison, si vous les lisez, c'est absurde. C'est la Russie, et là, demain, il faut se défendre. Alors, c'est un mélange subtil. S'ils écrivent autre chose, ils sont virés. Donc, ils ne peuvent pas écrire autre chose. Donc, ils écrivent ce qui est accepté par leur hiérarchie. Et leur hiérarchie, elle écoute l'OTAN. Donc, les plus mauvais rapports que vous puissiez trouver en Suisse sur la situation, ce sont ceux du service de renseignement militaire, du département militaire. Parce que c'est obligé. C'est pas autrement. Vous savez, bon, Napoléon, la Suisse était neutre, 14-18, ça s'est pas trop mal passé, il y a eu des compromissions, mais comme toujours, mais on est restés ensemble grâce à ça. 39-45, il a fallu faire des concessions, mais c'est bien. Mais il y a eu une expérience que les gens ignorent, c'est en 1830, les révolutions antimonarchiques. Et là, la Suisse a été sauvagement insultée par des générations de révolutionnaires. On a même pu écrire ce mot magnifique. J'adore ça. La Suisse, c'est l'île des taupes. On était déjà neutre, hein, c'était en 1830, 31. Donc, on voit très bien cette île, neutralité, mais il y a des taupes qui ne voient rien. C'est le propre de la taupe, hein, de ne rien y voir. Et donc, ces révolutionnaires, dont Mazzini, le grand révolutionnaire italien, Mazzini, ils ont sauvagement insulté les Suisses en disant « mais c'est pas possible, vous êtes un pays neutre et vous soutenez les plus terribles des monarchies totalitaires en Europe. » Et là, c'était peut-être la menace la plus sérieuse. Et le Conseil fédéral a su garder son calme et n'a pas été impressionné. Très, très belle. Et puis après, il y en a qui, comme on dit vulgairement, ont pété les plombs en 1853. Le tsar se bat en Crimée contre les Turcs et la Grande-Bretagne. Et vous avez un journal, je vous laisse deviner lequel, parce que c'est toujours le même, qui a dit « il faut envoyer des troupes suisses » avec les Turcs et les Anglais. C'était déjà la NZZ. Mais heureusement, elle n'a pas de succès. On n'a pas envoyé de Suisse se battre à côté des Anglais. Et il y a eu des séquelles de cette guerre du tsar contre la Turquie. C'est qu'il y a eu des sentiments anti-russes profondément ancrés en Suisse. Et oui, moi j'étais à Genève en 85, on était 1000 à le faire, mais enfin, j'avais quand même l'un des principaux responsables de l'organisation à la tête de la mission suisse, des responsables du sommet Reagan-Gorbatchev. Tout le monde adorait Gorbatchev. C'est curieux, on aimait Gorbatchev, qui était pourtant toujours communiste. Mais on déteste Poutine, qui est venu après et qui est plus communiste. Donc il y a quand même un fond. Il y a un fond de sentiment anti-russe qui est assez prégnant dans cette population. Voilà, messieurs, dames. Alors, pour conclure cette magnifique leçon de géopolitique appliquée, je retiendrai cette phrase forte à conclure de votre ouvrage. La neutralité n'est pas un refuge pour les lâches ou les indifférents, mais un poste de combat pour la paix. Exactement. Votre livre nous rappelle avec force que si les enfants s'affrontent, la suite a un devoir d'intelligence stratégique pour ne pas être broyés par l'histoire. Le CRI international Voix des victimes en association avec notre plateforme internationale d'information associative Observactu TV est fier d'être le porteur de ce projet. Un grand merci à l'ICAM et à son directeur à l'habitat pour son précieux partenariat
qui a permis de donner vie à cet événement. Un immense merci à vous. Vous auriez dû écrire ma conclusion. Je l'aurais accepté. Un immense merci. Merci à vous tous. Très bien.